L'armée impériale japonaise a déployé une gamme remarquable de véhicules blindés sur l'un des théâtres d'opération les plus vastes et les plus brutaux de la Seconde Guerre mondiale, des jungle étouffantes d'Asie du Sud-Est aux plages volcaniques des îles du Pacifique. Dans cette vidéo, on passe en revue absolument tous les chars et véhicules blindés de combat qu'ils ont envoyés sur le champ de bataille, leurs origines, leurs forces, leurs faiblesses, et le rôle précis que chacun a joué dans l'un des conflits les plus dévastateurs de l'histoire humaine. Si tu penses connaître la guerre du Pacifique, attends de voir ce que tu n'as jamais vu. Reste jusqu'au bout parce que certaines de ces machines vont te laisser sans voix. Les premiers chars et prototypes expérimentaux. Tout a commencé par des expériences, des machines imparfaites, audacieuses, parfois absurdes, qui ont posé les fondations de toute une tradition blindée japonaise. Char expérimental type 87, Chii, la pierre angulaire. Avant que le Japon ne construise quoi que ce soit d'utilisable sur un vrai champ de bataille, il a construit le type 87 Chii et c'était une première tentative ambitieuse, pour ne pas dire franchement ratée. Achevé en 1927, c'est le tout premier char de conception entièrement japonaise à avoir vu le jour. 18 tonnes sur la balance, un canon de 57 mm en tourelle principale, et une disposition multitourelle directement inspirée des concepts européens de l'époque. L'armée impériale ne tarda pas à tirer la conclusion qui s'imposait. Trop lourd, trop lent, trop peu fiable mécaniquement pour servir sur le terrain. Un seul prototype fut jamais achevé. Le type 87 n'a jamais tiré un seul coup au combat, mais sans lui, rien de ce qui a suivi n'aurait été possible. C'était la première pierre d'une tradition blindée tout entière. Char moyen type 89, Igo. Le premier vrai pionnier. Le type 89 Igo occupe une place à part dans l'histoire militaire japonaise. C'est le premier char conçu et fabriqué entièrement au Japon à être entré en production de masse. Mis en service en 1929 et affiné tout au long du début des années 1930, il se déclinait en deux variantes, le KO, à moteur essence, et le Otsu, à moteur diesel. Armé d'un canon court de 57 mm et pesant environ 12 tonnes, c'était une machine compétente pour son époque. Mais au moment où la Seconde Guerre mondiale éclate, il était devenu totalement obsolète, trop lent, blindage trop mince, dépassé en puissance de feu par presque tout ce qu'il pouvait rencontrer. Le Japon continua pourtant à le déployer par nécessité, notamment en Chine où l'opposition restait gérable. Un pionnier dont on peut être fier, mais dont l'heure était passée depuis bien longtemps. Les tankettes et véhicules de cavalerie. Viennent ensuite les tankettes et véhicules de cavalerie, ces petites machines rapides qui donnaient aux commandants japonais leurs yeux, leurs oreilles, et leur capacité de frappe éclair. Automitrailleuses type 92, Jusokosha, les yeux de la cavalerie. Le type 92 était techniquement une tankette de cavalerie, une machine conçue non pas pour l'infanterie, mais pour suivre le rythme des unités montées en mouvement rapide. Armée d'une mitrailleuse lourde de 13,2 mm et de deux mitrailleuses de 6,5 mm, elle n'avait aucune vocation à affronter d'autres véhicules blindés, et tout le monde le savait. Ce dans quoi elle excellait, c'était la vitesse et la reconnaissance, foncer en avant de la force principale, sonder les lignes ennemies, ramener l'information au commandant. C'était, dans tous les sens du terme, les yeux et les oreilles de la cavalerie japonaise. Légèrement blindé, légèrement armé, un outil de renseignement avant tout, et un véhicule de combat en dernier recours. Tankette type 94, le cheval de trait de la guerre précoce. Le type 94 était l'un des plus petits véhicules blindés de combat jamais déployés par le Japon et l'un des plus nombreux. Introduit en 1934, il était conçu principalement pour le soutien à l'infanterie et la reconnaissance en terrain difficile, là où les véhicules plus grands ne pouvaient tout simplement pas opérer. Armé d'une seule mitrailleuse de 6,5 mm et protégé par un blindage n'excédant pas 12 mm, il n'était pas fait pour encaisser les coups. Mais dans les premières campagnes en Chine et en Mandchourie, où l'opposition était légère et le terrain impitoyable, le type 94 était exactement le genre de machine agile et bon marché dont le Japon avait besoin. Le vrai cheval de trait de la guerre précoce, petit, nombreux, et partout à la fois. Tankette type 97, Teke.
La mauvaise surprise dans la jungle. Dans la continuité du Type 94, le Japon introduisit le Type 97 Tekei en 1938, une amélioration modeste mais significative par rapport à son prédécesseur. Cette tanquette à 2 hommes était équipée d'un canon de 37 mm sur la plupart de ses variantes, lui conférant une véritable capacité anti-infanterie que le Type 94 n'avait jamais eue. Pesant à peine 5 tonnes, elle restait suffisamment légère et rapide pour opérer à travers les jungles denses du théâtre pacifique. Elle servit massivement en Chine, en Asie du Sud-Est, et tout au long des campagnes insulaires du Pacifique. Petite, certes, mais dans le bon environnement, c'était une très mauvaise surprise pour quiconque avait le malheur de la sous-estimer. Char léger Type 93, la machine de transition. Le Type 93 représentait la tentative japonaise de construire un char léger de cavalerie dédié, un cran au-dessus de la tanquette en termes de puissance de feu et de protection, tout en restant assez rapide pour suivre les opérations mobiles. Armé d'un canon de 37 mm et de mitrailleuses légères, c'était une conception compétente pour le début des années 1930, avec un service principal en Mandchourie et en Chine. Comme tant de véhicules japonais de sa génération, il vieillit vite dès lors que le niveau mondial des blindages et de la puissance de feu commença à grimper fortement à la fin des années 1930. Il servit discrètement, sans grand éclat, et fut progressivement retiré à l'arrivée de conceptions plus capables. Une machine de transition importante non pas pour ce qu'elle accomplit, mais pour ce qu'elle a pris aux ingénieurs japonais. Les chars légers en production de masse. On passe maintenant aux chars légers dédiés, les machines produites en série qui formaient l'épine dorsale numérique de la puissance blindée japonaise. Char léger type 95, Ago. La légende dépassée. Voilà un véhicule qui a mérité sa place dans l'histoire. Le type 95 Ago fut le char japonais le plus produit de toute la guerre et il y avait de bonnes raisons à cela. Introduit en 1935, il pesait un peu plus de 7 tonnes et était armé d'un canon de 37 mm et de 2 mitrailleuses. Rapide, fiable, parfaitement adapté aux opérations de soutien à l'infanterie rapide sur lesquelles le Japon comptait dans les premières années du conflit. En Chine et en Malaisie, il tournait en rond autour d'adversaires qui n'avaient rien pour y répondre. Mais au fur et à mesure que la guerre du Pacifique s'intensifiait et que les blindés alliés s'amélioraient, le blindage mince du Ago, à peine 12 mm à son point le plus épais, devint une faiblesse fatale. Les équipages américains découvrirent que même le tir de mitrailleuse de calibre .50 pouvait le pénétrer à courte portée. Il resta en service jusqu'à la toute fin, simplement parce que le Japon n'avait rien de mieux en nombre suffisant. Une légende de son temps dangereusement dépassée quand ce temps fut révolu. Char léger type 4, Kennu. L'art du recyclage en temps de guerre. Le type 4 Kennu n'était pas une nouvelle conception, c'était une solution de terrain pragmatique à un problème très précis. Le Japon prit les nombreuses coques du vieillissant type 95 Ago et les équipa de l'ancienne tourelle du premier type 97 Chia, avec son canon de 57 mm. Le résultat était un char léger à la puissance de feu sensiblement améliorée par rapport au Ago standard, sans avoir à construire un véhicule entièrement nouveau de zéro. Un ingénieux recyclage né de la nécessité en temps de guerre. Environ 100 unités furent produites, servant principalement dans les forces de défense des îles principales. De l'improvisation, certes, mais dans une armée à bout de ressources, improviser était souvent la meilleure option disponible. Char léger type 98, Kenny. Une bonne idée étranglée par l'industrie. Le type 98 Kenny était la tentative japonaise de remplacer le vieillissant Ago par quelque chose de plus rapide et mieux protégé. Introduit en 1942, il offrait un blindage amélioré et un moteur plus puissant, lui donnant de meilleures performances en terrain difficile. Son canon de 37 mm était adéquat pour le soutien à l'infanterie, et la conception globale était réellement plus raffinée que tout ce que le Japon avait produit avant. Le problème, c'était la production. L'industrie japonaise, déjà mise à rude épreuve par les exigences d'une guerre sur 2 océans, ne put jamais fabriquer le Kenny en nombre suffisant.
À peine une centaine d'unités furent jamais achevées, en faisant une bête rare qui ne vit qu'un service en première ligne très limité. Une conception prometteuse, étranglée par la réalité industrielle. Char léger type 2, Ketu, trop peu, trop tard. En s'appuyant sur le Kenny, le Japon développa le type 2 Ketu comme nouvelle amélioration incrémentale dans la lignée des chars légers. Il comportait une tourelle légèrement agrandie, abritant un canon de 37 mm amélioré de type 1, avec de meilleures performances anti-blindage que l'arme montée sur son prédécesseur. Sur le papier, c'était un progrès, mais en pratique, il arriva exactement au mauvais moment. La production ne débuta qu'en 1944, alors que l'approvisionnement en acier du Japon était systématiquement asphyxié par la guerre sous-marine américaine et les bombardements stratégiques. Seulement 34 furent jamais achevés, et pas un seul ne vit le combat avant la capitulation japonaise. Le Ketu est un véhicule que l'histoire remarqua à peine, une note de bas de page dans une histoire dont l'issue était déjà scellée. Char léger type 3, Kerry, le rêve inachevé. Le type 3 Kerry était destiné à remplacer enfin, de façon définitive, le Hago si longtemps maltraité par un char léger moderne réellement capable. Armé d'un canon de 37 mm et doté d'une suspension et d'une protection améliorée, il représentait une véritable évolution de conception. Mais la capacité manufacturière du Japon s'effondrait sous le poids de l'effort de guerre globale, et le Kerry ne dépassa jamais les stades limités de prototype et de pré-production. Il ne fut jamais déployé en nombre significatif. Comme tant de conceptions japonaises de fin de guerre, il existait principalement sur papier et dans les ateliers d'ingénierie une vision de ce qu'aurait pu être la force blindée japonaise, si les circonstances avaient été différentes. Les chars moyens, l'épine dorsale. Voici maintenant les chars moyens, le cœur de la doctrine blindée japonaise, et les machines qui portèrent le fardeau le plus lourd de toute la guerre. Char moyen type 97, Chiya, le pilier et le fardeau. S'il existe un seul char japonais qui a défini toute la guerre pour l'armée impériale, c'est le type 97 Chiya. Introduit en 1937, il devint le char moyen le plus important et le plus produit de tout le service japonais. Pesant un peu moins de 15 tonnes, il portait un canon de 57 mm, 2 mitrailleuses, et un blindage allant jusqu'à 25 mm. Au standard de 1937, c'était une conception solide et compétitive. En Chine et lors des premières campagnes du Pacifique, il opéra de manière fiable et donna aux commandants japonais la puissance blindée dont ils avaient désespérément besoin. Mais à mesure que la guerre progressait et que des chars alliés comme le M4 Sherman entrèrent en scène, les limites du Chiya devinrent douloureusement évidentes. Son canon peinait à percer le blindage américain, et sa propre protection ne pouvait pas arrêter un obus de Sherman à aucune portée de combat pratique. Le Chiya était le vrai cheval de trait de l'armure japonaise, il porta la guerre sur ses épaules, et la guerre finit par devenir trop lourde à porter. Char moyen type 97, Shinoto Chiya, la rustine la plus connue du Pacifique. Reconnaissant que le canon de 57 mm du Chiya original n'allait tout simplement pas suffire face aux blindages alliés qui s'amélioraient, le Japon introduisit le Shinoto, ou nouvelle tourelle, Chiya en 1942. La mise à niveau était exactement ce que le nom indique, la même coque Chiya équipée d'une tourelle nouvelle et plus grande, montant un canon de 47 mm à haute vélocité. Ce canon était une véritable amélioration, il pouvait percer le M3 Stuart et causer de vrais problèmes aux véhicules alliés plus légers. Face au M4 Sherman, cependant, il restait insuffisant. Le Shinoto Chiya était plus rapide à produire et plus facile à équiper qu'une conception entièrement nouvelle, en faisant la réponse principale du Japon aux problèmes croissants des blindés alliés. Une rustine intelligente, mais une rustine quand même. Char de soutien type 2, OI, le briseur de bunker. Le type 2 OI était la réponse japonaise à un problème de champ de bataille très précis, le besoin d'un véhicule blindé capable de réduire les fortifications et les blocos ennemis par un tir direct puissant, en soutien rapproché des chars moyens standards. Construit sur le châssis éprouvé du Chiya, il montait un obusier court de 75 mm dans une tourelle modifiée,
sacrifiant toute capacité anti-blindage au profit d'une puissance de feu explosive contre les positions durcies. Le concept était similaire en esprit au premier Panzer IV allemand, une arme de soutien travaillant aux côtés des chars de combat principaux. Il servit en nombre modeste et combla un vrai vide dans la doctrine blindée japonaise, même si sa production ne fut jamais assez importante pour en faire une arme véritablement répandue. Char moyen type 1, Chie, le premier char vraiment moderne. Le type 1 Chie était la première tentative délibérée du Japon de produire un char pouvant réellement rivaliser avec les blindés moyens alliés contemporains. Introduit en 1941 et entrant en service vers 1943, il présentait un blindage sensiblement amélioré par rapport au Chia et devint notamment le premier char japonais à emporter une radio comme équipement standard sur chaque véhicule, éliminant le besoin de drapeaux de signalisation qui avait handicapé les unités précédentes. Avec le canon de 47 mm à haute vélocité, c'était un progrès significatif. En pratique, les chiffres de production racontaient une autre histoire. Le Japon ne construisit que 170 Chie, loin d'être suffisant pour faire une différence. La plupart furent maintenus en réserve dans les îles principales pour l'invasion alliée qui ne vint jamais. Une machine capable, largement gâchée par les circonstances. Char moyen type 3, Chinu, la peur sans scène. Au moment où le type 3 Chinu entra en production en 1943, le Japon savait déjà qu'il prenait dangereusement du retard dans la course aux blindés. Le Chinu était le char japonais le mieux armé à atteindre une vraie production en série, montant un canon de 75 mm capable, enfin, de menacer le M4 Sherman à des portées de combat pratiques. Il pesait environ 18,8 tonnes et offrait une protection décente selon les standards japonais. Seulement 166 furent jamais construits, et la grande majorité furent tenus loin du déploiement outre-mer, gardés au Japon pour l'invasion alliée anticipée. Le Chinu inspira une franche terreur aux planificateurs alliés qui savaient qu'il était là, mais il n'eut jamais la chance de prouver sa valeur en bataille ouverte. Une machine puissante que l'histoire ne donna jamais à une vraie scène. Char moyen type 4, Chitu, le chef-d'œuvre arrivait trop tard. Le type 4 Chitu était, par toute mesure objective, le meilleur char que le Japon ait jamais mis en production en série. Pesant environ 30 tonnes et armé d'un puissant canon de 75 mm à haute vélocité, c'était une machine pouvant réellement défier le M4 Sherman sur quelque chose d'approchant des bases égales. Son blindage était le plus épais de tout char japonais de production, et son canon pouvait percer le blindage Sherman à des portées de combat. S'il était arrivé plus tôt et en plus grand nombre, il aurait pu genuinement modifier l'équilibre des blindés dans le Pacifique. Mais la production ne débuta qu'en 1944, et seulement 2 furent achevés avant la fin de la guerre. Il inspira la terreur aux officiers du renseignement allié qui l'étudièrent, une machine qui prouvait que le Japon pouvait construire des blindés de classe mondiale, s'il avait eu le temps qu'il n'avait plus. Char lourd type 5, Chiri, le monstre qui n'a jamais rugi. Le char le plus puissant et le plus ambitieux que le Japon ait jamais tenté de produire, le type 5 Chiri. C'était un monstre colossal dans tous les sens du terme. Pesant environ 37 tonnes et conçu autour d'un canon principal de 75 mm à haute vélocité complété par un canon de 37 mm monté en coque, le Chiri était destiné à être la réponse japonaise aux blindés alliés les plus lourds. Il comportait un mécanisme de chargement semi-automatique, une caractéristique avancée pour n'importe quelle nation à cette époque, et était conçu pour un équipage de 6 hommes. Sur le papier, il était genuinement redoutable. Dans la réalité, c'était un cauchemar logistique que la base industrielle japonaise en plein effondrement ne pouvait pas soutenir. La guerre se termina avec seulement 2 prototypes jamais achevés. Le Chiri existe aujourd'hui comme symbole de ce dont les ingénieurs japonais étaient capables d'imaginer, et de ce que l'économie de guerre japonaise était incapable de livrer. Les premiers chars lourds expérimentaux. Continuons avec les premières expériences japonaises en matière de chars lourds, les ambitieuses machines à tourelles multiples de l'entre-deux-guerres. Char lourd type 91, le rêve multitourelle.
Le Type 91 était l'expérience précoce du Japon avec le blindage lourd et c'était une tentative audacieuse pour son époque. Construit à la fin des années 1920 et entrant en service vers 1932, il pesait environ 18 tonnes et présentait une conception à tourelles multiples avec un obusier de 70 mm comme armement principal, soutenu par de multiples positions de tir plus petites. Il reflétait la fascination mondiale pour le char de percée à tourelles multiples qui dominait la pensée blindée de cette époque. En pratique, la conception était mécaniquement peu fiable, ridiculement déséquilibrée, et difficile à entretenir sur le terrain. Le Japon n'en produisit qu'une poignée, et ils ne virent aucun combat significatif. Le Type 91 était une expérience fascinante et une leçon précoce que plus grand n'est pas toujours mieux. Char lourd Type 95, 2 essais, 2 leçons. Après le Type 91, le Japon fit une autre tentative de blindage lourd avec le Type 95 lourd, à ne pas confondre avec le Hago léger du même nom. C'était un vrai effort de char lourd, pesant environ 26 tonnes et armé d'un canon de 70 mm en tourelle principale, avec des tourelles supplémentaires plus petites fournissant un tir tout azimut. C'était un monstre massif selon les standards japonais, mais il souffrit des mêmes problèmes que son prédécesseur, peu fiabilité mécanique, complexité extrême, et disposition à tourelles multiples que le monde abandonnait déjà. Seulement 6 furent jamais construits. Ils ne virent jamais le combat en première ligne et restèrent principalement comme véhicules d'essai et d'entraînement. Le Japon avait essayé, 2 fois, de construire un vrai char lourd et 2 fois, les résultats furent plus éducatifs qu'opérationnels. Les canons automoteurs et chasseurs de chars. Place maintenant aux canons automoteurs et chasseurs de chars l'artillerie blindée que le Japon utilisa pour riposter face à la supériorité de feu alliée. Canon automoteur Type 1, Oni, le premier chasseur de chars. Le Type 1 Oni y fut le premier canon automoteur sérieux du Japon, une réponse directe au constat que les chars japonais standards ne pouvaient tout simplement pas emporter des armes assez grandes pour traiter toute la gamme des cibles sur un champ de bataille moderne. Construit sur le châssis toujours fiable du Chia, il montait un canon de campagne de 75 mm Type 90 dans une superstructure à casemate ouverte à l'arrière de la coque. Il pouvait engager aussi bien des cibles blindées que des fortifications ennemies avec une arme bien plus puissante que tout ce qu'une tourelle japonaise standard pouvait accueillir. La conception à casemate ouverte laissait l'équipage dangereusement exposé aux fragments d'artillerie et aux tirs d'armes légères, une faiblesse que les variantes ultérieures s'efforceraient de corriger. C'était l'un des rares véhicules blindés japonais pouvant menacer de manière fiable un M4 Sherman et cela seul en faisait quelque chose de précieux. Canon automoteur Type 1, Oni 2, l'artillerie sur chenille. Le Oni 2 suivait la même formule de base que son prédécesseur, le châssis Chia, la casemate ouverte, mais échangeait le canon de 75 mm pour un obusier de 105 mm Type 91. Cela lui donnait une puissance destructrice sensiblement plus grande contre les fortifications, les concentrations de troupes et les positions de campagne, au prix de toute capacité anti-blindage significative. Là où le Oni y était un chasseur de chars pouvant aussi soutenir l'infanterie, le Oni 2 était une pièce d'artillerie sur chenille, un obusier mobile capable de suivre les avances blindées et de livrer des tirs indirects et directs dévastateurs là où ils étaient le plus nécessaires. Les 2 variantes Oni servirent principalement en Chine et lors des campagnes insulaires du Pacifique, où la demande de soutien de feu lourd était une réalité constante. Canon automoteur Type 3, Oni 3, la version aboutie. Le Type 3 Oni 3 était le plus raffiné et le plus capable de toute la famille Oni. Contrairement à ses prédécesseurs avec leur compartiment de combat à ciel ouvert, le Oni 3 présentait une casemate entièrement fermée et blindée, offrant à l'équipage une vraie protection contre les éclats d'obus, les tirs d'armes légères et les débris meurtriers des combats rapprochés. Son armement était un canon de 75 mm Type 3, la même arme montée sur le char moyen Chinu, capable d'engager les blindés alliés à des portées pratiques. La production débuta en 1944. Mais les pénuries de matériaux et les bombardements alliés de l'industrie japonaise limitèrent la production entre 30 et 41 véhicules. Comme tant des conceptions japonaises de fin de guerre,
Le Oni 3 fut affecté principalement aux forces de défense des îles principales et ne vit jamais le combat pour lequel il avait été construit. Obusier automoteur type 4, Oro, le tonnerre d'acier. Le type 4 Oro était quelque chose d'entièrement différent, pas un chasseur de chars, pas une plateforme de canon de campagne, mais un obusier de soutien rapproché dédié d'un calibre vraiment impressionnant. Monté sur le familier châssis type 97 Chia, il portait un obusier de 150 mm type 38, une arme énorme pour toute plateforme automotrice de cette époque. Tirant depuis une superstructure à ciel ouvert, il pouvait livrer des charges explosives dévastatrices contre des positions fortifiées, des concentrations de troupes et des ouvrages de campagne que les armes plus légères ne pouvaient tout simplement pas réduire. Il était lent, exposé, et sa cadence de tir était limitée, mais quand il tirait, c'était dévastateur. Seulement un petit nombre fut achevé et déployé, principalement dans le théâtre pacifique, où la demande d'appui-feu direct lourd contre des défenseurs retranchés était une réalité omniprésente. Les chars amphibies, l'innovation japonaise. On continue avec les blindés amphibies japonais, parmi les véhicules blindés les plus innovants produits par n'importe quelle nation pendant toute la guerre. Char amphibie type 2, Kami, le monstre des plages. Voilà l'un des véhicules blindés les plus innovants et les plus genuinement efficaces que le Japon produisit pendant toute la guerre. Le type de Kami était un char amphibie de conception entièrement dédié, conçu de zéro pour livrer une puissance de feu blindée directement sur les plages contestées. Basé sur la coque Chia, il était équipé de grands pontons détachables avant et arrière, lui permettant de flotter depuis un navire jusqu'au rivage sous sa propre puissance. Une fois la plage atteinte, les pontons étaient largués et il opérait comme un char léger standard, armé d'un canon de 37 mm. Lors des premières campagnes de Sodil en île de 1942, ce fut une vraie révélation, offrant aux forces amphibies japonaises un soutien blindé contre lequel les défenseurs alliés des plages n'étaient absolument pas préparés. Environ 184 furent produits, en faisant le meilleur char amphibie de l'inventaire de toute nation pendant une période considérable de la guerre. Une bête rare et une conception genuinement inspirée. Véhicule amphibie type 4, KTSU, l'ambition trop grande. S'appuyant sur le succès du Kami, le Japon développa le type 4 KTSU comme véhicule amphibie plus grand et plus capable, bien qu'il brouillât la frontière entre véhicules blindés et chalands de débarquement. Destiné à transporter des approvisionnements ou des troupes en plus de fournir un soutien de feu, c'était une machine plus ambitieuse et plus complexe. Dans l'une de ses configurations les plus remarquables, il était armé de torpilles, destinées à être utilisées contre la marine alliée lors de raids côtiers. Pesant significativement plus que le Kami, il nécessitait des moteurs plus puissants et s'avéra plus difficile à produire. Seulement un petit nombre fut achevé avant la fin de la guerre. Le KTSU représentait le désespoir croissant du Japon à trouver des solutions asymétriques à une guerre de plus en plus défensive, ambitieux, innovant, et en fin de compte trop tardif. La force blindée de l'armée impériale japonaise raconte une histoire d'ambition contrainte par la réalité industrielle. Le Japon entra en guerre avec des chars conçus pour un type de conflit différent, rapide, léger, construit pour les plaines de Chine, pas pour les atolls du Pacifique ni les duels de blindés d'une guerre mécanisée moderne. De la modeste tanquette type 94 au redoutable Chitu, du révolutionnaire Kami au jamais achevé Chiri, du bricolage Kenyu au dévastateur Oro, chaque véhicule de cette liste reflète une nation qui pouvait imaginer des blindés de classe mondiale, mais ne put jamais les construire assez vite, ni en nombre suffisant, pour changer l'issue d'une guerre que son industrie n'était jamais équipée pour gagner. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne et laisse un pouce bleu, ça fait vraiment la différence pour nous. Et dis-nous dans les commentaires, lequel de ces engins t'a le plus marqué? Celui que tu as trouvé le plus redoutable, le plus fou, ou le plus injustement oublié par l'histoire, on veut savoir ce que t'en penses.